you got real street niggas that want motherfuckers in jail. So we on tour with the ops, which is the police. With the police, which is it's like, come on, bro. Like, the streets over with. Niggas gotta understand that shit, man. There's nothing left out here, bro. Like, you just gotta protect yourself, protect your family, who you love. You can't be around all this shit. This shit ain't the same no more. You got rats doing interviews. You got everybody sticking together for doing the wrong shit, bro. We real stand-up niggas. Like, when was it ever cool to backdoor somebody you love? When it was ever cool to set somebody up who you love? Like, this the new streets. Like, I don't want to be a part of that shit. I want to be a part of the generational wealth part, where it's still leadership around, where it's still organized. Like, that's why I'll never respond to shit. I never get on an interview and talk about nothing. If you want to say something about me, go ahead. I never responded to no nigga in years. But guess what? I never been bitch, I never been slapped, I never been robbed, none of that shit. So I have fun. But all real niggas fuck with me, and they know what's up with me. Donte Banks est un homme originaire d'Englewood, le quatrième d'une fratrie de 10 enfants. Ses 3 grands frères étant en prison et son père absent, à 12 ans seulement, Donte était l'homme de la famille, avec la responsabilité de veiller sur tout le monde, surtout sa mère qui était dépendante aux stupéfiants. People of the ghetto and people in the inner city suffer from is their mother be kind of addicted to drugs. The only recollection of a stable home or someone's stable home that I had was when we stayed with my grandmother, and that was in the Inglewood area. Coming up in Inglewood was hard and exciting at the same time. Forcément, dans cette situation, payer les factures était compliqué et la famille de Donte s'est faite expulser de sa maison. Il a dit que le moment où il est devenu celui que l'on connaît sous le nom de Big Dirk, c'est quand il est rentré de chez lui pour trouver ses frères et sœurs avec leurs affaires à la rue et sa mère en train de supplier les voisins de les héberger. Quand ils vont trouver un endroit où partir, Big Dirk prendra la décision de ne pas suivre ses proches et de vivre dans une voiture abandonnée à côté de son ancienne maison, en allant en avance à l'école chaque matin pour pouvoir se nettoyer. C'est là qu'une opportunité de se faire beaucoup d'argent va se présenter à lui. Ce qu'il a dit dans une interview, c'est que vivre à Englewood était excitant et dangereux à la fois. Il voyait de l'argent, des filles, de la violence et de la drogue, ce qui était un échappatoire dans sa situation. Il a dit qu'il lui suffisait de se poser pour regarder des gars de rue et c'était comme la télé. Il allait arriver quelque chose, une bagarre, des coups de feu, la police, la vie de Englewood. Sa cousine était une contact. Malgré le fait que Big Dirk n'avait que 14 ans, elle lui a avancé de la coke. C'est comme ça que Big Dirk a commencé à vendre dans les nuits glacées des hivers de Chicago. Because to see your mother on drugs, you know, it's a hard thing as a youngster, because you're in a situation where you can't help. You're too young to even understand and know that there are such things as addiction centers. Il est allé au lycée, mais seulement pour faire plaisir à sa grand-mère. C'est à cette période qu'il est introduit à l'univers des gangs. La zone était principalement occupée par des GDs, les Gangster Disciples, mais aussi par les autres gangs principaux de la ville, comme les BDs, les Black Disciples, les Black Pistons ou les Latin Kings. Du fait de ses fréquentations, Big Dirk va intégrer les GDs, et c'est ce qui va lui permettre d'étendre son opération de vente de crack. Et cela va tellement bien marcher qu'il va monter en grade au point de fréquenter Larry Hoover, le fondateur original du gang. J'ai déjà parlé de l'origine de l'embrouille entre les GDs et les BDs dans l'épisode sur FBG Duck, donc je vais résumer en disant que Larry Hoover est aujourd'hui en prison pour 6 condamnations à perpétuité, pour meurtre et pour avoir dirigé les GDs. Mais quand il est parti en prison en 1987, il a trouvé un moyen de continuer à diriger les opérations depuis la prison. Et Big Dirk était un de ses contacts directs. Il était le responsable d'une grosse opération de deal qui rapportait des millions. Il était proche de Jérôme Shorty Freeman, une grosse tête des BDs, alors il était cool avec les deux gangs. Mais Big Dirk a expliqué que l'embrouille entre les GDs et les BDs a commencé dans son quartier, quand les BDs se sont embrouillés avec eux pour une histoire de territoire. Éventuellement, alors qu'il pensait qu'il ne se ferait jamais attraper, Big Dirk est tombé à cause d'un enchaînement de trahisons. Il a été arrêté pour avoir distribué des larges quantités de cocaïne qu'il transformait
lui-même en crack à l'occasion. Ce qui est important à noter, c'est que Big Durk est tombé à cause de sa propre cousine, Tasha Woods, qui était en couple avec un de ses capitaines et qui a témoigné contre leur organisation. À partir de là, tout s'est écroulé. Un des lieutenants de Durk s'est retrouvé dans une poursuite à pleine vitesse, pendant laquelle il a jeté un demi-kilo de coke par la fenêtre, et après l'avoir arrêté, les fédéraux ont pu obtenir un mandat pour perquisitionner le hangar de Big Durk, où ils ont retrouvé $1 million en liquide et 10 kilos de cocaïne. Big Durk sera condamné à la prison à perpétuité pour avoir dirigé une immense opération de trafic de cocaïne avec ses associés. Une fois en prison, Big Durk va laisser sa famille livrée à elle-même, et parmi ses enfants se trouvait une étoile naissante d'à peine 7 mois, qui allait survivre à un des environnements les plus violents de son pays pour devenir une des plus grandes stars du monde. Durk Derrick Banks, né le 19 octobre 1992, est plus connu sous le nom de scène Lil Durk ou encore le surnom Durkio, est un rappeur originaire de Chicago. Il est plus précisément né dans le quartier de Englewood, dans le South Side de Chicago, une zone que tous les fans de drill connaissent sous le nom de Chirac, qui pour rappel est la fusion de Chicago et Irak, en référence au fait que plus de gens sont morts de la violence dans les rues de ces quartiers que durant la guerre en Irak. How can we make Chicago a better place? You can't. This shit fucked up. Mind your business. Yeah, that's how. If you what you could do for now is just mind your business and just that's it. Just stay in your own lane. That's all you could do. Lil Durk a 32 ans de vie bien remplie en 2024 et il a derrière lui plus d'une décennie de musique, de drame et d'embrouilles. Tout raconter demanderait une série de plusieurs saisons ou une vidéo de 15 heures d'un certain youtubeur british. C'est pourquoi je vais me concentrer sur ce que je considère essentiel pour raconter une des histoires les plus improbables venant de Chirac et pour décrire au mieux l'univers de celui qui s'est autoproclamé le Jay-Z de Chicago. Big Durk n'a jamais voulu que ses fils, comme Lil Durk ou son grand frère Donte Banks Jr., alias D-Fang, se retrouvent dans les activités de rue. Mais dans un quartier aussi chaud que Englewood, c'est plus facile à dire qu'à faire. Leur mère se retrouvant seule pour s'occuper de sa famille, ils se sont vite retrouvés en mode survie. Lil Durk a même dit en interview que certains jours, il n'y avait même pas de quoi manger. À seulement 10 ans, Lil Durk a quitté le Porsche pour la vie de rue. Il voulait à la base devenir basketteur professionnel, mais il a vite réalisé que ça n'allait jamais arriver. Alors en parallèle de la rue, il a commencé à s'investir dans la musique en 2010 sans vraiment se prendre au sérieux. Il va prendre la musique au sérieux quand il va se retrouver père de son premier enfant à 17 ans. L'école ne l'intéressait plus, alors il l'a quitté pour intégrer les Bee Gees. Chicago, Illinois, man. Lil Durk, Englewood area. Been doing this rap shit for about 4 years. You know what I'm saying? Took it serious like last year. You know what I'm saying? OTF stand for Only the Family, man. 300 just part of our movement, man. Man, like how far you want to go with this rap shit, man? I'm trying to go higher than Jay-Z, man. We love. En octobre 2011, c'est sa première arrestation sérieuse pour port d'une arme avec le numéro de série effacé. Il est resté incarcéré pendant 3 mois, avant de sortir sous caution, puis être renvoyé en prison pour 3 mois de plus. C'est pendant qu'il était dans sa cellule que son premier enfant est né, et c'est ce qui lui a fait réaliser qu'il devait trouver un moyen de quitter la rue. Hey, look, y'all niggas be going to $10 studios, man. Look, man, we paying money for this shit, man. Look, I get caught with a gun, man. I'm staying my whole time, man. You niggas get caught with shit and we be out 2 hours. Y'all stay tuned though, man. You know what I'm saying, motherfucker? Hey, look. À sa sortie de prison, il n'était qu'un père de 17 ans, sans argent, qui vivait chez sa mère sans objectif ni conseil pour s'en sortir. Il représentait le set 300 de Lemron et étant actif, il avait toutes les chances de rester coincé dans la rue jusqu'à la mort ou la prison. Mais au lieu de continuer sur la voie de son père et de son entourage, il a décidé de se lancer sérieusement dans la musique. Il avait sorti son premier morceau R.I.P. Mo le 5 février 2009, mais c'est avec ses morceaux Sneak Dissing et I'm a Hero
Hitter qu'il va commencer à faire du bruit dans sa ville. À l'époque, il utilisait MySpace pour se faire une communauté, et il dira plus tard dans un morceau qu'il utilisait également le site pour vendre de la drogue. Le 26 août 2011, il sort sa première mixtape titrée I'm a Hitter, suivie de I'm Still a Hitter le 3 avril 2012, et Life Ain't No Joke le 19 octobre 2012, projet sur lequel on peut retrouver Soulja Boy, Yo Gotti et French Montana. Durk n'a jamais signé sur le label de French Montana, mais il a confié que c'est lui qui l'avait aidé à comprendre l'industrie et qui lui avait servi de guide. I never signed Durk. It was just like brotherly love. I met Durk and I took a liking to him and I just, I treated him like he was one of my brothers. Tous ces projets présentent le style musical de Durk. Il a pris le son très club de striptease des débuts de la drill, sur lequel il a posé un flow très mélodique et semi-chanté. Un peu comme Drake, mais en bien, avec des lyrics 100% focalisés sur la vie de rue de Chirac. Mais le morceau de ses projets qui a braqué tous les yeux sur lui est celui sur le projet I'm Still a Hitter, qui s'appelle Hell's Anthem. Pour beaucoup, c'est un des sons responsables pour la vague de violence en cours encore aujourd'hui et qui a influencé tant d'autres artistes dans toutes les villes des USA. Dans ce morceau, il s'attaque à ses ennemis, dans le jargon de là-bas à ses ops, dont un set appelé Brick Squad. Il faut préciser qu'à l'époque, la drill de Chicago est en train d'exploser, grâce à un des amis de Durk, le parrain de la drill Chief Keef, mais également Lil Reese ou encore Fredo Santana, qui sont tous des proches de Durk qu'il connaissait avant la musique. Donc basiquement, le gang des Biddies était le plus représenté musicalement. C'est pour ça qu'un certain Jojo du set Brick Squad va se mettre au rap spécialement pour répondre à Lil Durk, avec le morceau BDK, ce qui veut dire Black Disciples Killer, dans lequel il explique qu'il a grandi avec Durk et les autres dans ses camarades de classe, mais que dorénavant,